Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour parler d'épistémologie, de certains grands principes de l'épistémologie, puisque peut-être qu'à l'avenir, je serai amenée à utiliser certains critères. Donc autant les présenter maintenant, comme ça je pourrai rediriger vers cette vidéo. Bien évidemment, cette vidéo sera orientée, puisque en épistémologie, il y a plein de points de vue différents, plein de critères qui sont hiérarchisés de manière différente. Même l'objectif de l'épistémologie est perçu différemment selon les auteurs, donc je vais plutôt orienter selon mes préférences, selon notamment l'auteur que je vais utiliser dans cette vidéo, qui est Alvin Goldman, et qui a écrit un livre qui s'appelle Epistemology and Cognition. Dans ce livre, il n'aborde pas un panorama de l'épistémologie, à part dans le premier chapitre, mais sinon, il s'agit avant tout d'un objectif de naturalisation de l'épistémologie, puisqu'il croise les sciences cognitives, les sciences sociales et l'épistémologie. Et j'ai trouvé son livre assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais me baser sur le premier chapitre, enfin, la première grande partie plutôt, pour faire cette vidéo, il dresse les grandes idées de l'épistémologie et je trouve qu'il les ordonne assez bien. Je vais aborder l'épistémologie comme étant une théorie de la connaissance et comme étant une discipline philosophique normative, puisque le tout n'est pas uniquement de comprendre la création des croyances, le processus de création des croyances, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'une croyance justifiée, qu'est-ce qu'une croyance fondée. L'auteur va distinguer deux grands types d'épistémologie qui sont utiles au développement de son discours. Déjà, l'épistémologie individuelle, et notamment l'épistémologie individuelle primaire, qui étudie la formation des croyances et tous les processus cognitifs fondamentaux qui permettent de générer ces croyances. Et c'est pour cela que l'auteur considère qu'il est nécessaire de s'allier à d'autres disciplines comme les sciences cognitives, la psychologie, puisqu'il s'agit de disciplines qui ont pour but d'étudier ces processus. Donc elles permettront de comprendre pourquoi parfois nos processus cognitifs ne suivent pas certaines lois, comme par exemple des lois plus logiques. Et lui, il considère vraiment que, comme la formule de Quine le dirait, il y a un emboîtement réciproque entre ces deux disciplines. Il parle également de l'épistémologie sociale. Et l'épistémologie sociale, c'est également arriver à comprendre la création des croyances, le maintien des croyances, la révision des croyances, mais en comprenant qu'est-ce qui, dans les structures sociales, dans les institutions, permet de favoriser, par exemple, l'accès à la vérité, qu'est-ce qui fait la différence entre des fondements scientifiques, de disciplines scientifiques et de disciplines non scientifiques. Qui est-ce qui décide des critères en question? Est-ce qu'il s'agit d'une autorité? Si oui, quel type d'autorité? Il s'agit plein de questions de ce type et il considère que s'allier aux sciences sociales est aussi utile dans ce contexte pour les mêmes raisons que citées précédemment concernant l'épistémologie individuelle. Maintenant, nous allons parler de croyances et d'états mentaux, puisque les croyances sont à la base de l'épistémologie, notamment l'épistémologie mentaliste. Et les croyances peuvent être plus catégorielles, je crois, je ne crois pas. Elles peuvent être probabilistes, je crois à 80% de ce qui va arriver. Et ces croyances sont alliées à des états mentaux, puisque les états mentaux peuvent être de différentes natures. Il peut y avoir des états mentaux sans contenu propositionnel, par exemple les qualia, c'est-à-dire l'effet que cela fait de quelque chose, ou alors la perception, certaines sensations, dès qu'il s'agit de quelque chose de qualitatif. Et il y a les états mentaux avec contenu propositionnel, ce qu'on appelle des attitudes propositionnelles. Nous utilisons généralement une subordonnée en que, par exemple, je souhaite que l'alarme s'arrête, il s'agit d'une attitude propositionnelle. J'ai une attitude qui est mon souhait, que l'alarme s'arrête. C'est une attitude envers une proposition. Donc, dans les attitudes propositionnelles, il peut y avoir plein de types d'attitudes différentes. Je peux souhaiter, je peux craindre, je peux douter. Et il y a aussi une sous-catégorie qui est plus intellectuelle. Il s'agit d'une attitude qui ne se soucie pas de ce que je souhaite ou non, mais plutôt de ce que je crois ou non. Par exemple, si je suis certaine que le ciel est bleu, il s'agit d'une sous-catégorie des attitudes propositionnelles qui est une attitude doxatique, une attitude crédale. Tout ce qui est de l'ordre d'être certain, de douter, de suspendre son jugement, il s'agit d'attitudes doxatiques, d'attitudes crédales, et c'est toutes ces attitudes doxatiques qui intéressent l'épistémologie. Maintenant, nous allons parler de la connaissance. Et d'un côté, nous avons les croyances, de l'autre côté, nous avons la vérité, et la connaissance, c'est fusionner les deux, il s'agit tout simplement d'une croyance qui est vraie. Ça paraît simple dit comme ça, mais en pratique, c'est très très compliqué, puisque déjà, comment déterminer qu'une croyance est vraie, comment déterminer la vérité, c'est assez complexe.
Mais en pratique, c'est encore plus complexe puisque même lorsqu'une croyance est vraie, certains auteurs comme Alvin Goldman considèrent qu'il ne s'agit pas forcément d'une connaissance. Puisque selon lui, si une croyance est vraie par hasard, si je crois P et que P est vrai, mais que j'ai cru P par hasard ou par des processus peu fiables, il ne s'agit pas d'une connaissance. Et c'est pour cela que selon lui, une connaissance, c'est une croyance vraie qui est justifiée. Et on peut la justifier selon un certain nombre de critères, et notamment le critère de la fiabilité des processus qui nous ont amenés à cette croyance. Et donc là encore, il y a différents niveaux d'analyse, analyse plus à l'échelle individuelle de nos processus cognitifs qui nous permettent d'accéder à la connaissance, lesquels sont les plus fiables, pourquoi, de même à l'échelle collective, quels sont les processus les plus fiables et pourquoi. Et l'auteur distingue la fiabilité globale de la fiabilité locale. La fiabilité globale, c'est identifier les processus leur fiabilité dans plein de contextes assez variés, alors que la fiabilité locale consiste à étudier la fiabilité des processus dans le contexte précis de la croyance qui nous intéresse. Il parle aussi de la fiabilité des processus de second ordre, puisque le processus de premier ordre, c'est vraiment le mécanisme qui nous permet directement d'accéder à la connaissance. Par exemple, en mathématiques, ce serait l'algorithme que nous utilisons. Et le processus de second ordre, c'est qu'est-ce qui nous a permis d'acquérir cet outil, d'acquérir ce mécanisme. Par exemple, est-ce que c'est votre prof de prépa en mathématiques qui vous l'a donné, ou est-ce que c'est un illustre inconnu qui n'avait pas vraiment l'air de s'y connaître en mathématiques qui vous l'a donné? Dans les deux cas, même si l'algorithme est bon, même si l'algorithme est un très bon outil, un outil très fiable pour accéder aux connaissances, si le processus secondaire n'est pas fiable, le processus de second ordre n'est pas fiable, eh bien cela pose problème puisque vous auriez de grandes chances d'arriver à acquérir finalement un processus de premier ordre qui n'est pas fiable si vous passez par un processus de second ordre qui ne l'est pas. Donc il s'agit juste d'un hasard, du fait que vous soyez tombé sur un illustre inconnu qui ne s'y connaissait pas, mais qui finalement vous a donné un algorithme qui fonctionnait, mais le processus en lui-même d'acquisition de l'algorithme n'est absolument pas fiable. Maintenant, nous allons parler de l'évaluation épistémique, puisque comme je le disais précédemment, l'épistémologie a un but normatif, évaluatif, et il y a des grandes étapes à respecter pour arriver à évaluer. Donc la première étant le domaine d'évaluation, arriver à identifier quel objet ou quels objets nous souhaitons évaluer. Comme ça, cela permet vraiment de recentrer l'étude. Deuxièmement, il y a les dimensions de l'évaluation, puisque la plupart des évaluations qui ont été traitées en épistémologie académique, ce sont avant tout des évaluations qui sont évidentielles. Cela regroupe beaucoup de choses, une évaluation qui est évidentielle, ça peut regrouper différents critères. Il s'agit par exemple de dire qu'une croyance est justifiée, ou alors qu'elle est rationnelle, ou qu'elle est fondée. Ça peut être différents critères comme ça qui vont être choisis. Mais selon certains auteurs, ces évaluations évidentielles ne suffisent pas. Par exemple, Karl Popper considère que certaines théories sont dites fortes parce qu'elles expliquent beaucoup de choses d'un coup et que ces théories sont mieux, sont plus valables que des théories qui sont faibles, qui expliquent peu de choses du monde d'un coup. Donc il y a comme ça d'autres critères qui peuvent s'y ajouter au-delà des critères évidentiels. Et de même, l'auteur du livre dont je vous parle, qui s'appelle Goldman, lui considère que les critères évidentiels ne suffisent pas puisque pour lui, il faut aussi prendre en compte la fiabilité des processus qui nous amènent aux croyances, comme je vous le disais précédemment. Est-ce que notre perception, est-ce que notre mémoire, est-ce que notre capacité d'inférence sont fiables? Et non uniquement la relation entre les croyances, puisque en général, lorsque nous utilisons des évaluations évidentielles, il s'agit souvent de se baser sur d'autres croyances pour justifier certaines croyances, puisque tout le monde n'est qu'un un réseau de croyances et nous n'avons aucune connaissance qui entre guillemets est pure, n'est discutée par personne et donc pourrait nous servir de base. Il s'agit d'un réseau de croyances et dans chaque croyance, nous y associons une probabilité plus ou moins forte d'être vraie et nous utilisons généralement d'autres croyances pour arriver à étayer certaines croyances. Certains considèrent qu'il y a des croyances qui sont très fiables, extrêmement fiables. Par exemple, en logique, il y a des croyances sur lesquelles nous pouvons nous baser qui sont extrêmement fiables et d'autres vont aussi remettre en cause certaines croyances. Donc, dans tous les cas, il s'agit d'un réseau de croyances et lorsque nous faisons une évaluation évidentielle, il s'agit de se reposer sur certains éléments de ce réseau de croyances pour en justifier d'autres. Et là, c'est ce que critique Goldman, puisque pour lui, il faudrait aussi prendre en compte
les processus et la fiabilité de nos processus qui sont des données assez empiriques et vraiment plus se baser sur ce côté empirique et la fiabilité de nos processus qu'uniquement évaluer les relations entre nos croyances. Et maintenant que j'ai le domaine d'application, que j'ai les dimensions, il faut aussi avoir les critères d'évaluation. Puisque, par exemple, si je considère que un élément important est que ma croyance soit justifiée, il faut que j'identifie des critères factuels qui me permettent de justifier cette croyance. Quels sont les faits qui vont me permettre d'arriver à évaluer ma croyance? Et malheureusement, ce n'est pas forcément très simple selon les objets, parce qu'il y a des objets qui sont plus flous que d'autres, il y a des disciplines qui sont plus complexes à traiter que d'autres, et c'est pour cela que les critères d'évaluation peuvent être assez variables. Par exemple, si vous souhaitez justifier une croyance, quel type de faits peuvent être pris en compte? Il s'agit d'un très large panel de types de faits. Cela peut être des faits logiques, des faits probabilistes, des faits psychologiques, des faits sociaux, des faits métaphysiques. Il y a vraiment plein de types de faits qui peuvent être pris en compte selon la discipline, les intentions, etc. Et je pense que instinctivement, nous avons peut-être une vision assez restrictive des types de faits, mais en réalité, il y a plein de types de faits assez différents. Alvin Goldman va présenter 3 propriétés qui sont très intéressantes au sein des systèmes et qui permettent de diminuer l'erreur et l'ignorance. Premièrement, il y a la fiabilité d'un système. La fiabilité, c'est le fait qu'il arrive proportionnellement à un haut taux de croyances vraies, proportionnellement à tout ce qu'il produit. Mais le but n'est pas uniquement de diminuer un maximum l'erreur, puisque cela risquerait de créer des systèmes théoriques qui sont très très conservateurs, très prudents, ce qui fait qu'on pourrait avoir un taux d'erreur extrêmement faible. Mais si le système théorique permet de créer une croyance vraie tous les 10 ans, ce n'est pas forcément avantageux. Même si cette croyance est vraie et qu'à chaque fois, tous les 10 ans, ça nous permet de créer une croyance vraie, c'est certes fiable, mais ce n'est pas forcément intéressant. Et c'est pour cela que la fiabilité est certes un remède contre l'erreur, mais n'est pas un remède contre l'ignorance. Et un rempart contre l'ignorance, c'est la puissance du système. Qu'est-ce que la puissance du système? C'est le fait que le système puisse permettre de créer un nombre massif de croyances qui sont vraies, et on appelle cela la puissance intellectuelle, selon les auteurs. Et pourquoi puissance intellectuelle? C'est parce qu'on peut faire parfois un rapprochement entre l'intellect, entre grands guillemets, du système, et l'intelligence humaine telle que définie, puisqu'il y a certaines caractéristiques que l'on pourrait trouver dans l'intelligence humaine, ou même animale, artificielle, etc., que l'on va aussi rechercher au sein de ces systèmes. Et c'est le cas de l'intelligence, c'est le cas de la puissance, puisqu'on cherche que ces systèmes-là puissent résoudre des problèmes qui sont posés à l'avance, et bien les résoudre de manière assez massive. L'objectif n'est pas juste qu'ils proposent plein de croyances vraies, juste par hasard, en faisant plein de propositions. L'objectif est vraiment de répondre à des questions, à des problèmes qui sont posés à l'avance, un peu comme au billard. On identifie quelle boule doit tomber dans quel trou, on réalise notre tir par la suite, et si nous réussissons notre coup, à ce moment-là, nous avons gagné. Mais là, l'objectif, c'est la même chose, c'est d'arriver à identifier des problèmes, des éléments à l'avance, et arriver à répondre à ces problèmes. Ce n'est pas de juste proposer plein de choses et dans le lot, il y aura des croyances vraies. Cela peut être utile d'avoir cette sorte de création un peu anarchique de croyances et au sein duquel il peut y avoir des éléments qui sont vrais, mais l'idéal dans cette puissance, c'est d'arriver à avoir une cible bien plus identifiée et aussi d'avoir l'alliage entre une puissance qui est forte et une fiabilité qui est également forte. Et une troisième propriété qu'il est pertinent de prendre en compte au sein des systèmes, c'est la rapidité. Et là encore, on peut faire le lien avec l'intelligence humaine, puisque à partir d'un certain niveau d'intelligence, ce qui fait la différence entre deux personnes, ce n'est pas le fait qu'elles vont réussir à résoudre un problème qu'on leur donne, mais c'est leur rapidité dans la résolution de ce problème. Et là, c'est la même chose. Pour comparer des systèmes entre eux, on va aussi prendre ce critère de la rapidité de formation de croyances. Et de même, concernant la cognition humaine, nous avons des heuristiques qui nous permettent de créer des croyances extrêmement rapidement par des raccourcis qui nécessitent peu d'énergie. Donc là, c'est la même chose, on va chercher d'arriver à avoir cette rapidité dans la création de nouvelles théories, de nouvelles croyances qui vont nous permettre d'aller vite dans notre évolution. Et en alliant cette puissance, en alliant cette rapidité et cette fiabilité, nous avons des systèmes qui sont quand même assez efficaces. Maintenant, nous allons parler de la justification.
des croyances et cela passe par 3 grandes étapes. Déjà, la première, c'est vraiment le fait de poser un principe cadre. C'est juste le fait de dire que une croyance est justifiée si elle respecte un ensemble de règles de justification. Mais on ne précise pas encore quelles sont ces règles, c'est juste un cadre général. Et la deuxième étape, ça va déjà nous permettre un petit peu de préciser tout ça, c'est l'identification du critère de justesse. Est-ce que vous souhaitez que votre croyance soit justifiée plutôt par sa cohérence avec d'autres croyances, plutôt par son acceptation communautaire, plutôt par son accès à la vérité? Il y a plein de niveaux que l'on peut choisir et c'est lors de cette deuxième étape que l'on va choisir quel est notre niveau de justification. Et dans la troisième étape, nous allons préciser le système de règles qui est nécessaire pour justifier ce niveau de justification. Par exemple, si vous avez choisi la cohérence, quelles sont ces règles qui vont vous permettre d'arriver à identifier cette cohérence? Si vous avez choisi l'acceptation communautaire, quelles sont les conditions qui vous permettent de dire que la croyance a été justifiée par la communauté ou non? Comme vous vous en êtes sûrement rendu compte, les critères qui sont utilisés pour la justification peuvent être de nature variable. Par exemple, j'ai parlé de l'acceptation par la communauté, aussi de la cohérence. L'acceptation par la communauté, on peut considérer qu'il s'agit d'un critère qui est plus subjectif. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des critères qui sont plus subjectifs et d'autres plus objectifs. Si on parle de la cohérence logique, par exemple, il s'agit d'un critère qui est plus objectif, même s'il y a un emboîtement entre les deux, parce que, par exemple, je peux très bien dire qu'il faut que pour qu'une croyance soit acceptée, elle soit acceptée par une communauté en particulier, mais cette communauté peut accepter une croyance si elle considère que cette croyance respecte des lois qui sont logiques. Donc à ce moment-là, il y a un emboîtement entre des critères qui sont considérés comme plus objectifs et d'autres plus subjectifs. Les critères objectifs, en général, c'est relatif à la notion de vérité, avec une vision assez réaliste de la vérité, ou alors c'est relatif à la logique, aux mathématiques, etc. Je trouve ça assez difficile d'imaginer de défendre une seule des deux approches en excluant l'autre. D'autant plus que, par exemple, l'approche objectiviste a quand même été massivement utilisée par la plupart des méthodologistes qui ont principalement utilisé des critères dits objectifs pour défendre leur méthode et assez rarement dit parce que ma méthode a été acceptée par moi-même ou par telle communauté, je pense qu'elle est la meilleure. En général, on retombe souvent sur des critères quand même plus objectifs. Et puis, de manière générale, le risque, par exemple, à adopter uniquement une approche subjectiviste relativiste, c'est que le désaccord n'a plus forcément de sens, le débat n'a plus forcément de sens, puisque par exemple, si on considère que notre croyance est justifiée parce que notre communauté l'a acceptée et la croyance de cette autre communauté est justifiée parce que leur communauté l'a acceptée, dans ce cas, tout le monde cohabite avec des croyances différentes et il n'y a plus forcément de désaccord à avoir. Mais nous, on veut du désaccord, on veut du sang épistémologique, donc on ne choisit pas cette approche. De plus, des penseurs ne sont pas tous d'accord sur le fait que les règles de justification soient plus intrapersonnelles ou interpersonnelles. Interpersonnel, ça signifierait que les justifications sont des choses que l'on doit fournir aux autres, alors que intrapersonnel, cela signifierait que nous trouvons la justification de nos croyances de manière interne. Cela pourrait être par nos croyances antérieures et le lien de cette nouvelle croyance avec nos croyances antérieures, ou cela pourrait être avec le lien que l'on fait avec nos perceptions, ou d'autres types de justifications, mais qui seraient plus internes. Goldman a tendance à rejeter l'approche interpersonnelle et je trouve que ces arguments sont intéressants, donc je vais les citer. Le premier étant que selon lui, une approche digne de ce nom permettant la justification devrait permettre à tout type de proposition d'être traitée. Or, dans le cadre de l'approche interpersonnelle, il y a une présupposition, il présuppose le fait que d'autres humains existent. Donc toute proposition concernant l'existence des autres humains et des questions concernant l'existence des autres humains ne peut pas être traitée puisqu'il présuppose que ces autres humains existent, ce qui pose problème. Un deuxième argument, c'est le fait que selon lui, il y a toujours un retour à l'approche intrapersonnelle, même lorsque on va considérer la justification par rapport à ce que l'on peut exprimer
comme justification à d'autres individus, eh bien, ces justifications-là que l'on va exprimer, en général, sont relatives à nos justifications internes, à nos réseaux de croyances internes, à différents souvenirs que l'on a, etc. Le troisième argument qui propose contre l'approche interpersonnelle est lié au fait que nous pouvons avoir de bonnes raisons de croire en certaines croyances sans pouvoir arriver à les justifier aux autres. Par exemple, lorsqu'il s'agit de croyances plus perceptives, eh bien, il est parfois difficile de trouver les mots qui nous permettent d'expliquer ce que l'on a perçu. Et en plus, il peut y avoir des perceptions qui sont plus ou moins conscientes, donc ça peut être extrêmement compliqué, alors qu'individuellement, nous avons des raisons de croire en ce que nous avons perçu. Et quatrièmement, c'est un petit peu en lien avec cette explicabilité. Nous pouvons avoir des raisons de croire en certaines croyances, mais tout en ayant des difficultés à arriver à justifier à l'oral ou à l'écrit pour diverses raisons plus psychologiques, de stress, de pression, etc. Ce qui fait que on ne peut pas tout lier à une capacité, alors que une dimension interne permettrait peut-être d'avoir une explication qui est plus pure, une justification plus pure, et qui ne serait pas liée à cette capacité d'exprimer les justifications. Il y a 2 grandes approches qui sont assez intéressantes en épistémologie, l'approche fondationaliste et l'approche cohérentiste. L'approche fondationaliste, c'est vraiment considérer qu'il y a des croyances qui forment un socle, et ce sont des croyances de base, et toutes les autres croyances vont se référer à ces croyances de base qui sont considérées comme des croyances vraies avec un haut taux de sûreté. Donc à chaque fois que l'on va évaluer une nouvelle croyance, on va la rapporter à ces croyances de base, à ces fondations. Après, il y a les approches qui sont cohérentistes, et là, à l'inverse, c'est une approche qui est plus holistique, et toutes les croyances vont être vraiment comparées les unes aux autres dans une sorte de grand réseau où on va évaluer la cohérence d'une nouvelle croyance par rapport à ce système de croyances. L'auteur aborde également la notion de fiabilisme, puisque comme je le disais précédemment, il a une vision assez naturaliste de l'épistémologie, donc il va vraiment prendre en compte les processus psychologiques qui nous permettent d'acquérir certaines croyances vraies. Est-ce que ces processus peuvent être considérés comme fiables ou non? Et lui, il va poser le seuil à 50%. Si on arrive à atteindre au moins 50% de croyances vraies avec un processus, alors ce processus est fiable. Et c'est qu'il a une vision assez réaliste de la vérité, donc il pose un critère de fiabilité qui est absolu et indépendant des ressources. C'est-à-dire qu'il pose un seuil et il s'y tient quelles que soient les capacités cognitives humaines, même si ces capacités cognitives changent, il s'y tient et il ne change pas ce seuil. Alors qu'il y a d'autres philosophes qui ont une vision plus relative aux ressources. Imaginons qu'avec le transhumanisme, on devienne beaucoup plus intelligent, qu'on ait une capacité perceptive améliorée. Dans ce cas, ils considèrent que ce seuil devrait changer, par exemple. Même si ce n'est pas toujours une notion de seuil, parfois c'est juste une notion de maximisation. Ce sont les meilleurs processus, ceux qui nous permettent d'atteindre les plus hauts taux de croyances vraies qui sont considérées comme fiables selon ces visions plus relatives. Et donc, si nos capacités changent, eh bien, ces processus vont devenir plus exigeants. De même, on peut avoir un critère qui est en fonction d'une sorte de moyenne. On considère la moyenne des processus humains et on considère qu'un processus qui serait fiable, c'est un processus qui arrive à faire mieux que cette moyenne. Donc voilà encore une dimension plus comparative. Quels sont les processus typiques qui peuvent nous permettre d'avoir une justification? Nous avons des processus qui sont avant tout, premièrement, perceptifs, avec nos sens qu'on peut arriver à percevoir. Deuxièmement, nous avons des processus qui sont relatifs à la mémoire, au stockage des informations, à sa réutilisation. Et troisièmement, nous avons des processus de raisonnement déductif et inductif. Une dimension intéressante que l'auteur aborde, c'est la notion de règles individuelles versus de règles collectives. Que parfois nous avons des raisons rationnelles de croire en des règles individuelles, mais qu'on ne peut pas en déduire des règles collectives par des sortes d'inférences. Et cela peut nous amener à des paradoxes. Par exemple, le paradoxe de la loterie, si vous prenez 1 million de tickets et vous savez que pour chaque ticket, vous avez des raisons rationnelles de croire qu'il va perdre, puisqu'il y a une probabilité de 0,99999 que ce ticket perdre. Donc pour chaque ticket, vous vous dites, j'ai toutes les raisons de me dire que ce ticket va perdre. Donc vous posez cette croyance pour chacun des tickets et vous n'avez pas de raison de vous dire que pour un ticket, cette probabilité serait différente que pour un autre. Donc pour chaque ticket, vous vous dites que vous avez toutes les raisons de croire qu'il va perdre. Or, à l'échelle collective, il y a forcément un ticket qui va gagner.
Donc, vous ne pouvez pas juste accumuler vos croyances individuelles pour arriver à une croyance plus générale de l'ordre de la règle collective, vu que les règles d'un point de vue général ne sont pas les mêmes que les règles d'un point de vue individuel. Goldman va également justifier sa position non épistémique par rapport à la vérité. Une position non épistémique, c'est que nous avons un énoncé qui est vrai, mais sa véracité est indépendante de notre capacité à le connaître et de notre capacité à le justifier. Alors qu'il y a d'autres auteurs qui ont une vision épistémique de la vérité, comme Putnam qui définit la vérité en termes de justification ou de vérification dans des conditions idéales. Par exemple, pour Putnam, si quelqu'un est dans des conditions épistémiques idéales par rapport à P, alors il serait justifié pour lui de croire en P. Je résume fortement sa pensée, mais selon Goldman, ça pose problème puisque si on déploie un petit peu sa pensée, ça signifie que l'individu en question est dans une position idéale d'observation, qu'il a aussi des organes en parfait état, mais également qu'il a des processus de croyance qui sont parfaitement alignés avec la vérité. S'y pose problème puisqu'on va réintroduire la notion de vérité qui n'a pas encore été définie dans ces processus-là de justification et ça devient très vite circulaire. Puisque si on ne considère pas que la notion de vérité est définie avant la justification et qu'on considère qu'il faut être dans des conditions épistémiques idéales, dès qu'on déploie la notion de conditions épistémiques idéales, on est obligé assez rapidement de réintroduire la vérité. Selon Goldman, soit la définition de Putnam est circulaire puisque nous sommes obligés de réintroduire la notion de vérité pour arriver à définir les conditions épistémiques idéales, soit elle est vide puisque les conditions épistémiques idéales n'ont pas été définies de manière indépendante de la vérité. Donc il considère que Putnam flirte un peu avec l'antiréalisme vis-à-vis de la vérité, et pour lui, la vérité devrait être définie de manière antérieure à ces conditions de justification et d'accès. C'est pour cela qu'il avance 3 arguments. Déjà, les degrés de justification, la confirmation, les degrés, le poids de la preuve, etc. n'ont de sens que si on a déjà une notion de vérité qui est définie et qu'on s'approche de cette vérité. De même, deuxièmement, l'accès à cette vérité, les processus que l'on va vérifier, les processus d'accès perceptif et mnésique, ne peuvent être considérés comme fiables que si on a déjà cette notion de vérité qui est définie et qu'on considère qu'on a un taux de réussite qui est plus ou moins élevé, mais il faut déjà avoir cette notion de vérité qui est définie. Et troisièmement, tous les débats méthodologiques, scientifiques, toutes les triangulations que l'on va faire pour se rapprocher de la vérité, de même, ça n'a de sens que si on a déjà défini la vérité. Bon, après, comment définir la vérité? Je n'ai toujours pas trouvé la réponse dans son livre en soi. Il critique, mais je n'ai pas trouvé ces approches totalement satisfaisantes parce que je pense que c'est extrêmement complexe et que aucun auteur n'a de définition totalement satisfaisante de la vérité. Je ne peux pas terminer cette vidéo sur l'épistémologie sans parler de scepticisme, puisqu'il y a certaines personnes qui sont très sceptiques vis-à-vis des connaissances et qui pensent que même parfois la possibilité même de connaissances n'est pas possible. Bon, il y a des sceptiques qui sont plus ou moins radicaux, il y en a qui juste vont être sceptiques vis-à-vis d'un domaine en particulier, les mathématiques par exemple, ou vis-à-vis d'un sujet en particulier, comme le fait d'avoir accès aux états mentaux des autres. En général, l'argument principal qui est un peu utilisé sous tous les angles, c'est la possibilité d'erreur, la faillibilité de nos processus sensoriels, de nos processus cognitifs. Ça va être aussi l'accès à l'objet. S'il s'agit par exemple d'un objet abstrait, comment sommes-nous certains qu'il existe? Quelle est notre relation à cet objet? Ou troisièmement, la relation logique entre l'hypothèse et les preuves. Par exemple, il y a l'argument de Hume et Russell sur la notion d'induction sur le passé. Voilà, il va y avoir plusieurs arguments sur la notion d'erreur et il y a d'autres types d'arguments qui sont intéressants, comme la régression à l'infini. C'est à chaque fois que nous utilisons un critère de justification, qu'est-ce qui justifie d'utiliser ce critère de justification? Donc il faut justifier ce critère de justification et il y a comme ça une régression des critères de justification à l'infini. Et il y a aussi l'hypothèse rivale, l'argument de l'hypothèse rivale. C'est à chaque fois qu'on a une grande théorie qui est plutôt adoptée, il y a souvent des théories rivales qui sont quasiment valables en termes de poids des preuves et de justification. Et qu'est-ce qui fait qu'on devrait croire en une plutôt qu'en l'autre? C'est aussi des arguments qui sont utilisés par les sceptiques. En
En conclusion, pourquoi l'approche de Goleman m'a séduite, même si je suis en désaccord sur certains points, c'est qu'il lie vraiment l'épistémologie avec les sciences cognitives et je trouve cette approche vraiment très intéressante car concrète et vraiment ancrée dans la fiabilité des processus cognitifs qui nous permettent d'acquérir certaines connaissances et des connaissances vraies ou fausses. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de naturaliser l'épistémologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous souhaitez que j'aborde aussi d'autres points en rapport avec ce sujet et à bientôt.